Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire de cette semaine d'Endautré, édition du 15 mars 2026. Les sujets sont variés. On vous parle du communautaire à bout, donc une série de manifestations qui débutera fin mars et qui a pour but de faire une grève de service de la part des organismes communautaires qui se disent justement à bout malgré l'aide qu'ils trouvent quand même insuffisante pour mener à bien leur mission. On vous parle du conseil de Saint-Ignace de Loyola et on vous parle aussi du conseil de Lanoraie, des sujets qui se sont entrecroisés, entre autres le train à grande vitesse ainsi que l'avenir de l'aréna de Berthierville. En terminant, une entrevue avec Nicolas Chaumière de GFN Productions, donc un groupe de jeunes vraiment orientés vers la musique classique. On parle de musique classique de cinéma. Ils font beaucoup de prestations et ils ont acheté la grande marque canadienne Acma, la grande marque de musique classique. Donc, on vous souhaite une très belle écoute pour cette semaine et on vous rappelle que notre bulletin de nouvelles est toujours disponible à tous les jours à compter de 18h sur nos ondes. Vous pouvez être au courant de l'actualité régionale. Bonne écoute! Bonjour à vous, chers administrateurs ou directions de groupes communautaires. On est 3 directions de groupes communautaires, des groupes de base qui vont vous parler aujourd'hui du mouvement Le Communautaire à bout, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Brève historique, c'est que c'est un mouvement qui est né à Shawinigan avec aussi nos amis de Mekinac. On est des groupes qui, du jour au lendemain, se sont dit, c'est peut-être... Quand on parle de sous-financement, on était un peu épuisé de ne pas avoir les moyens de nos ambitions, de parler toujours de sous-financement, de voir que le gouvernement ne prend pas acte de nos revendications. Fait qu'on s'est réunis ensemble et on a décidé de bâtir un mouvement qui avait 6 objectifs. Premièrement, de redonner la fierté des travailleuses et travailleurs du communautaire. On appartient à un milieu qui est important tant au développement social qu'économique de nos communautés. On voulait aussi se réapproprier nos outils de mobilisation. Oui, on en a fait des mobilisations, un paquet de trucs dans les dernières années, mais là, il fallait retomber dans la mobilisation citoyenne, les actions médiatiques, des ateliers militants pour pouvoir se réapproprier nos outils de mob. Le 3e objectif, c'était de réaffirmer que la mobilisation fait partie de notre mission. On n'est pas des gestionnaires de services. On a une ADN, il y a de l'action communautaire autonome. Ça fait partie de nos mandats de faire la transformation sociale, la défense des droits, puis d'aller chercher cette justice sociale-là. C'est pas qu'un concept pour nous. 4e objectif, c'est de rendre visible les impacts du sous-financement. On en parle beaucoup, mais il fallait le rendre visible par des actions concrètes pour sensibiliser les citoyens pour être des alliés à notre cause. 5e élément, construire un rapport de force réelle. On le voit dans les derniers mois, c'est pas facile. Nous avions besoin de certains leviers justement pour venir appuyer nos regroupements qui sont actuellement nos représentants, mais ça faisait partie de notre responsabilité en tant que groupe de base de pouvoir se réapproprier justement cette mobilisation-là. Et pour terminer, si on fait ça, c'est surtout aussi pour les gens qu'on vient aider. On est le dernier maillon de la population pour le filet social. Il y a des gens qui sont plus vulnérables, qui ont des enjeux. Là, c'est à eux qu'il faut penser aujourd'hui. Nous, on veut les aider correctement. On est des amplificateurs de leur voix. C'est dans notre devoir aussi de parler en leur nom, mais aussi d'aller chercher des alliés, que ce soit les élus municipaux, les gens d'affaires, pour venir amplifier notre voix du communautaire. Dans le fond, ce qu'on veut, nos revendications, c'est vraiment une condition de travail décente pour les travailleurs et travailleuses du communautaire. On veut un financement suffisant à la mission. On veut que investir dans le modèle communautaire comme pilier stratégique, ça ait du sens pour le gouvernement. Il devrait déjà aller vers ça. C'est une grève de service, parce que là, le mot grève, ça peut être épeurant, mais là, il faut comprendre que la grève de service, c'est que nos employés sont encore payés parce qu'on travaille encore. C'est vraiment nos services qui sont soit diminués vraiment pour des organismes qui peuvent pas totalement fermer, ou sinon pour les autres, on ferme totalement nos services. Nos employés travaillent encore sur le terrain, revendiquent, apprennent. C'est un moment, je pense aussi pour ces 2 semaines-là, de prendre un temps d'arrêt puis de dire aux gens, à la population, la pertinence et l'importance de l'impact réel de nos groupes communautaires dans la population.
Ce qu'on constate, c'est qu'avec le temps, on en a fait un peu moins parce qu'on était surchargé, on était dans le quotidien à essayer de répondre aux enjeux. Et si, là, il y a des gens qui disent oui, mais là, il y a des gens qui vont être impactés, qu'est-ce qu'on répond à ça, Caroline? On répond facilement que si on ne peut pas fermer 2 semaines pour venir nommer qu'il y a des enjeux de finances en ce moment, bien, il y a des services qui vont devoir fermer définitivement. Donc, pas seulement 2 semaines, définitivement. Donc, il y a des services essentiels et importants qui n'existent tout simplement plus. Parce que c'est notre capacité d'agir qui en dépend aussi. Si j'ai pas d'employés, si ça se vide, ben je peux plus donner des services, là, comme tu expliquais. Fait que c'est une importance capitale qu'on soit tous ensemble et qu'on aille revendiquer. Fait qu'il faut vraiment comprendre que cette action-là, oui, ça peut déranger, ça peut avoir des impacts, mais on n'a comme pas le choix d'aller vers ça pour qu'on se fasse entendre par les gouvernements. Et là, c'est là qu'on a vraiment besoin de tous les conseils d'administration de prendre des mandats de grève. Donc, c'est vraiment primordial que rendu ici, on veut que chaque groupe aille chercher des mandats de grève pour créer une certaine pression au niveau du gouvernement pour qu'ils comprennent que là, le mouvement, il est à la grandeur du Québec. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous faites ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire vous mobiliser. Vous mobilisez à l'intérieur de votre organisation et vous mobilisez avec les autres organismes de votre région pour former une cellule à bout. Deuxième étape, vous devez avoir votre mandat de grève. Donc, sur le site about.info, vous retrouverez un modèle que vous pourrez utiliser. Dans les dernières semaines, dans les derniers mois, le communautaire à bout, on a travaillé très fort, on a fait des revendications. Malheureusement, actuellement, le gouvernement fait sa sourde oreille. On doit encore continuer à leur justifier l'importance du communautaire, mais c'est avec vous aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'est-ce que vous voulez offrir pour demain. Une grève, ça se prépare, ça se travaille aussi avec nos bénéficiaires. Puis soyez sans crainte, par expérience, nous, les gens étaient derrière nous. C'est les élus municipaux, les gens d'affaires, la population générale, même nos bénéficiaires qui ont été privés de services, ils étaient derrière nous, comprenaient l'importance d'agir, l'urgence d'agir. Fait que les seules personnes actuellement à qui il faut convaincre, c'est le gouvernement, malheureusement. Il y a des belles cellules qui sont en train de s'instaurer partout au Québec. Fait que soyez vigilants, mais c'est de votre responsabilité aussi de vous informer puis de décider de vous lever debout. Parce que le communautaire à bout, où on est fatigué, on est épuisé, mais on est mobilisé puis on va y aller jusqu'au bout. Alors, pendant qu'on parlait, on a reçu des questions par les auditeurs qui nous écoutaient. Première question, je ne suis pas syndiqué. Est-ce que c'est illégal de faire une grève au communautaire? C'est pas illégal de faire la grève au niveau du communautaire. La grève appartient pas uniquement au monde syndical. En fait, c'est même, je vous dirais, une responsabilité en tant qu'employé de faire valoir ses droits, d'avoir le droit de s'exprimer, d'être mécontent. Ça a le droit aussi de se faire entendre. Donc, non, faire la grève, c'est pas illégal. Alors, deuxième question. C'est quoi notre projet collectif avec cette grève? C'est d'améliorer les conditions de travail des travailleurs et travailleuses du communautaire pour tous les groupes. Parce que c'est pas la question d'être pour ou contre la grève. Non. Ici, c'est pas ça du tout. C'est qu'est-ce que je peux offrir de plus, qu'est-ce qu'on peut espérer de plus pour nos employés et surtout aussi nos bénéficiaires qui sont impactés par les conditions de travail. Puis c'est juste de pouvoir maintenir nos services. Alors, tu sais, personne ne peut être contre cette vertu-là. C'est ça, le communautaire à bout, effectivement. Alors, troisième question. Ça veut dire quoi, grève de service? Il y aura effectivement certains services qui seront fermés. On se fait souvent poser la question aussi, est-ce que les gens qui ont faim, qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui dorment dehors, qu'est-ce qui va arriver? Il faut savoir qu'on laisse mourir personne là, pendant ces 9 jours-là. C'est sûr que les services vont être impactés. Là. Absolument. Fait on fait comme si on serait ouvert des fois juste avec le vrai financement qu'on devrait avoir. Parce que nous, dans le communautaire, on est très généreux, on en fait toujours plus. Moi, j'ai des services que j'ai pas de financement pour. C'est sûr que là, je pourrais pas les tenir. J'ai comme envie d'ajouter que si toutefois les groupes manquent d'imagination, on a quand même une certaine expérience pour l'avoir vécu. On n'a pas réponse à tout, mais ça, on pourrait probablement aiguiller certains groupes sur des choix à faire d'ouverture ou fermeture de certains services. Alors, on va passer à une autre question. La fameuse question, vous allez faire quoi pendant ces 2 semaines de grève-là? Est-ce que vous avez des idées? Bien, c'est sûr que dans chaque région,
il faut qu'il y ait une programmation. Fait que c'est sûr que, disons, on peut aller dans un endroit, je sais pas, dans une ville, parce qu'ils préparent une marche, fait qu'on va aller là. On peut faire des flash mobs, on te dit, on est tout le temps en action quand même. Fait que on peut se faire une programmation sur 2 semaines facilement, là. Puis le comité aussi coordonnateur avec les cellules locales sont à travailler sur une planification, programmation de 2 semaines où les groupes peuvent adhérer. Il y a le fameux 2 avril où on va être à l'Assemblée nationale, qu'on invite tous les groupes du Québec à venir à l'Assemblée nationale. Vous allez retrouver les informations disponibles sur le site web. Mais on a quand même un modèle de programmation intéressant pour justement de faire bouger les gens, mais c'est toujours dans le contexte d'éducation populaire, comme tu disais. Là. J'aime beaucoup les témoignages des groupes, des gens qui servent de nos groupes, dans le fond, Ouais. puis qu'on peut remettre sur les réseaux sociaux, qui démontrent l'importance de nos employés, justement. Là. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire. Là. La deuxième phase sera aussi d'éventrer, justement, de démontrer que les communautaires, on est partout, dans toutes les clientèles, maisons des jeunes, Oui. les maintiens à domicile, lutte à la pauvreté, alphabétisation, proche aidance, on est partout. C'est juste de démontrer à nos concitoyens l'importance du communautaire. Là. Fait que ça sera notre mission en tant que groupe de faire ce bout-là. C'est beaucoup de choses pour 2 semaines, fait qu'on ne manquera pas de travail. On ne pas se tourner les pouces, on non. ne devrait pas se tourner Non, les c'est pouces. pas un petit 2 semaines relax, Non. là, effectivement. Donc, pour vous, administrateurs, administratrices des organismes communautaires à l'échelle du Québec, on vous remercie pour votre appui. On le sait que c'est pas facile, on le sait que le combat n'est pas gagné d'avance, mais votre appui, c'est ce qui compte vraiment aujourd'hui. On le sait que 2026, ça va être une année forte, une année mobilisante, une année pleine de solidarité. Donc, en notre nom, un grand merci. Merci. Tu peux-tu me donner ton titre dans le cadre de le communautaire à bout? Oui, moi, en fait, je travaille dans un organisme communautaire à Saint-Gabriel, le Centre d'action bénévole Brandon, et je représente la MRC de Dautré dans la région de la Naudière pour la campagne Le communautaire à bout. Un mouvement qui dit que le communautaire est tanné, on pourrait dire, du gouvernement, là, donc le manque de subventions, le manque d'appréciation. Oui, en fait, c'est parti effectivement dans la Mauricie, 2 groupes de la Mauricie et un groupe de l'Estrie qui se sont rassemblés il y a un peu plus d'1 an pour mettre en place des revendications pour dire au gouvernement on est à bout de tenir le filet social à bout de bras, vous charcutez le filet social, vous le déchirez et nous, on n'en peut plus d'être ceux qui en font les frais. Et là, ça s'est mis à grossir et depuis quelques mois, il y a des cellules d'organisation, d'action partout à travers le Québec. Là. C'est en train de devenir vraiment gros. En fait, dans l'action communautaire autonome, nos financements ne baissent pas nécessairement nos financements à la mission. Le financement à la mission, c'est l'argent que le gouvernement nous donne pour bien remplir le mandat pour lequel on existe. Donc ça, selon les ministères qui subventionnent, il y a des petites indexations à chaque année, plus ou moins grandes, mais c'est jamais suffisant pour combler les besoins qui, eux, grandissent. La population a de moins en moins de moyens, donc se tourne de plus en plus vers le communautaire. Et nous, on ne veut pas être considérés comme des sous-traitants du gouvernement. On a une mission qui nous est propre et on a besoin de l'argent pour bien la remplir, pour pouvoir pallier aux besoins qui ne sont plus comblés par les réseaux publics, entre autres. OK. Donc, il y a eu des constats qui ont été faits. Et là, maintenant, il y a comme tu me parles de la mobilisation, il y a que commencé, puis ça prend de l'ampleur. Là, vous avez décidé de donner un grand coup, on pourrait dire, au niveau de la mobilisation. Et on parle d'une grève de service, entre guillemets. Et ce mouvement-là se répercute partout dans la province présentement, là. Oui, tout à fait. Du 23 mars au 2 avril, il y a effectivement ce qu'on appelle une grève de service. Chaque organisme va la vivre à sa couleur. Donc, il y a des organismes qui ont des services qu'on dit essentiels, qui ne peuvent pas vraiment être coupés sans avoir de répercussions vraiment très graves. Donc, il y a certains organismes qui vont arrêter complètement pendant 2 semaines. D'autres vont diminuer de façon importante
leurs services, possiblement en faisant la réflexion de si je ne recevais que mon montant d'argent dit à la mission globale, voici ce que je serais capable d'offrir, excusez-moi, à la population. Donc, c'est ces services-là que j'offre pendant 2 semaines parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'on doit aller chercher ailleurs pour réussir à combler tout ce qu'on fait pour le communautaire. Donc, différentes actions vont avoir lieu pendant ces 2 semaines-là pour culminer à un rassemblement à Québec le 2 avril. Parce que moi, je suis dans un centre d'action bénévole. Donc, ici, le conseil d'administration, la décision qu'ils ont prise, c'est que pour les transports, accompagnements médicaux, pendant ces semaines-là, ne vont être maintenus que les transports médicaux vers les hôpitaux pour les 65 ans et plus. Donc, l'entente de service qu'on a avec l'aide sociale, c'est une entente de service, donc on ne l'offre pas. Les rendez-vous non essentiels, aller chez l'optométriste et tout ça, on ne les offre pas. Et la vente de la popote ne se fera pas à l'intérieur au comptoir, mais la livraison va se faire parce que la livraison, c'est pour des personnes très isolées qui ne peuvent pas se déplacer. OK. C'est la réflexion qui a été faite ici dans notre organisme. Une des principales revendications au niveau de ce mouvement-là est d'avoir des conditions salariales décentes. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est des conditions de travail, oui, salariales, évidemment, mais en termes aussi de régime de retraite, d'assurance collective, il y a à peine 50% des organismes communautaires qui peuvent offrir ça à leurs employés, ce qui fait que beaucoup de travailleurs du communautaire doivent travailler jusqu'à 65 ans. Et les conditions de travail, ben, on est souvent, les gens sortent de l'école, viennent se former dans le mouvement communautaire et quittent. Donc, il y a un roulement de personnel très, très important. Et on souhaite pouvoir offrir des conditions de travail décentes parce que il y a beaucoup de gens vraiment formés en intervention, en plein de choses dans le communautaire. Là. On pense souvent bénévolat quand on pense à l'organisation communautaire, mais il y a aussi des services d'intervention directe par des gens réellement formés pour ça, mais sous-payés. Et ça contribue à être à bout parce qu'il faut tout le temps recommencer à former les gens. Donc, voilà, c'est une des grandes revendications du mouvement Le Communautaire à bout. Je te parle, je veux savoir la réaction des usagers, parce que je sais que ça a commencé à être mentionné aux usagers. Est-ce qu'ils sont supportent? Est-ce que les gens, tu penses qu'ils croient à ce moyen de pression-là, d'importance là, qui va être faite? Bien, évidemment que c'est à géométrie variable, là. Il y en a qui sont très dérangés, mais quand on leur explique que si on ne fait pas ça, ça se peut que dans 2, 3, 4 ans, on ne puisse plus lui donner le service parce qu'on ne les aura plus les moyens, bien, la plupart comprennent. On ne fait pas ça contre eux, on fait ça pour faire réagir le gouvernement, pour qu'ils réalisent que si on n'est plus là, la population va être mal prise. Donc, puis dans les organismes communautaires, on fait beaucoup d'éducation populaire autonome. Donc, dans plusieurs des organismes, ben, il y a des cafés-rencontres qui expliquent les revendications à nos membres. Il y a des fabrications de pancartes, écriture de témoignages. Donc, on implique nos gens dans cette démarche-là. Ce n'est pas qu'une démarche de travailleurs et de conseil d'administration. Bon, ben, je pense que c'est une revendication importante et partout, comme tu mentionnes, dans le communautaire, ben, c'est des difficultés de retenir ou de s'assurer que les gens restent. En terminant, ben, on sait qu'en principe, on a eu la surprise les derniers jours de savoir que le gouvernement déposerait un budget au mois d'avril. Est-ce que tu penses que ça va faire un impact? Ben, on espère que, ils vont prendre en compte nos revendications et on va continuer. Si on n'est pas entendu, le mouvement a fait tellement boule de neige qu'on ne va pas s'arrêter parce que c'est important. Donc, on attend ce budget-là et on espère avoir été entendu. C'est ça. Donc, on parle d'une première étape et ce sera à suivre suite aux réactions des différents ministères du gouvernement par rapport à cette manifestation qu'on pourrait dire. Donc, on rappelle que c'est du 23 mars, c'est bien ça? Oui, 23 mars au 2 avril. Et ça va se conclure avec une grosse manifestation à Québec, c'est bien ça?
Un rassemblement devant l'Assemblée nationale à Québec, oui, le 2 avril. Puis pendant les 2 semaines, il va y avoir des actions dans les localités et il va y avoir une action régionale et beaucoup de choses vont circuler sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc, on espère que la population va supporter ce mouvement-là et on espère que ça va porter fruit à toute la communauté et aux communautaires aussi. Oui, tout à fait. Puis moi, je vais vous laisser avec ma petite phrase que je signe mes courriels depuis le début. Le communautaire est à bout, mais on est debout. Nomination du maire suppléant substitut à la MRC d'Autrey. M. Louchard Guertin soit également désigné comme substitut comme maire de la municipalité régionale du comté de l'Audrey, et ce conformément à l'article 210-24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Je propose. Merci, on va le voir. Je sais pas. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Nomination du président et secrétaire substitut comité de contrôle de démolition. Oui, Vincent, je pense que c'est... Vous avez peut-être les attendus. Ouais. Vous demandez quoi? Non. Dans un comité. C'est pour rendre ça formel avec les personnes. Les études attendues. On veut construire, pas démolir. On veut construire, pas démolir. Nomination du président, secrétaire substitut, comité de contrôle de démolition. Attendu que le règlement 551-2023 relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola stipule la création d'un comité chargé du contrôle des démolitions tel que décrit au chapitre 2 du présent règlement. Attendu que le comité est désigné sous le nom de comité de démolition, attendu que toute séance du comité de démolition doit être convoquée par la secrétaire du comité au moyen d'un avis transmis au moins 2 jours à l'avance et que la séance doit être publique. Le Conseil a décidé d'appliquer l'article 13 du paragraphe 2 en procédant à la nomination et à l'intégralité du Conseil, et ce, malgré les suggestions en cas de demande de révision. Le règlement prévoit la modalité de remplacement d'un membre du comité en cas d'empêchement, de cessation de fonctionnement et de conflit d'intérêts. Le comité se réunit au besoin lorsque plusieurs demandes, certificats d'autorisation de démolition sont déposés à la municipalité. Attendu que le président du comité de démolition est nommé par résolution du Conseil et choisi parmi ses membres, tandis que le secrétaire est désigné par résolution du Conseil et doit être un fonctionnaire de la municipalité. En conséquence, il est proposé par, secondé par, tandis que les résolutions du comité de démolition soient constituées à l'intégralité du Conseil, et ce d'une durée du mandat soit 1 an et renouvelable. Que M. Louchard Guertin, M. Louis-Vincent Bart soit nommé président du comité, l'inspecteur en urbanisme et en environnement soit nommé secrétaire, Mme Evelyne Latour soit nommée secrétaire substitut, conformément aux règles 551-2023, chapitre 2, section 1. Ça parlerait proposable. Je propose. C'est en Valois. Secondé par. Oui, la forêt. Oui, la forêt. La nomination de représentant du réseau Biblio. Répondant réseau Biblio. Nomination du représentant réseau Biblio. Considérant que les obligations prévues à la Convention des services intervenus entre la municipalité et le réseau Biblio Centre du Québec, de Lanaudière et de Mauricie, considérant que la municipalité doit nommer par résolution un représentant répondant officiellement, lequel sera convoqué à l'Assemblée annuelle ainsi aux rencontres organisées de temps à autre, le réseau Biblio Centre du Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. Il est proposé, secondé, résolu que M. Louis-Vincent Bart soit représentant répondant officiel pour l'année 2026 pour le réseau Biblio de Naudière. Adopté l'unanimité, proposé par Christian Michaud, secondé par Jean Latour. Merci. Appui aux organismes mouvements en santé mentale au Québec. C'est un appui qu'on donne pour le appui organisme. Il y a une résolution qui vient avec, M. Ménard? Oui, c'est ça. Oui. Oui, je l'ai ici. En conséquence, il est proposé par. Considérant que. Ben oui, mais on l'a lu combien, oui? Ah oui.
Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée de campagne annuelle de promotion de santé mentale sous un thème « Un pas, un geste, un mouvement », ensemble pour une bonne santé mentale. Considérant que le cadre de la campagne de nombreux outils favorise le renforcement de la santé mentale de la population soit offert tout au long de l'année. Considérant que la proposition de la santé mentale vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il est démontré que la municipalité joue un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale de ses citoyens et citoyennes. En conséquent, il est proposé par que le Conseil de Saint-Ignace de Loyola proclame le 13 mars la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour la durée de leur mandat électoral. Proposé par Louis-Vincent Barthes, secondé par Chloé Laforêt. Merci. Adopté. À l'unanimité. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. Dons et commandites. On va tous les faire en même temps ou on va là? Prix de l'excellence en français de Gaston Miron, nous donner 50 $. C'est proposé par. Je pense qu'il faut que tu proposes. Ben, c'est ça, je pense. Le groupe d'entraide en toute amitié, don pour les dîneurs, 300 $. La Maison de la famille aux 80, en partenariat, 100 $ plus le prêt de nos chapiteaux. La Maison de la famille aux 80, c'est la Maison de la famille à Berthier qui aide les familles défavorisées. Il organise une fête. Il organise une fête hawaïenne. Il organise une fête hawaïenne, qu'on a donné 100 $, puis on a prêté les chapiteaux, un des loisirs et un de la municipalité. Il demandait qu'on pouvait lui prêter des équipements, fait que c'est l'équipement qu'on pouvait lui prêter. Berthier, coupe du président du tournoi Atom Pee-Wee, commandite 50 $ sur le hockey. Club de patinage de Berthier, moins 50 $ de frais. 50 des frais, c'est ça. On prendra un proposeur, des dons, Louis-Vincent Barthes, proposeur. Christian Valois. Tout le monde est d'accord? Oui. On est à l'unanimité. Si vous vous souvenez un petit peu, M. Lapré avait dit qu'il y avait eu 6 ou 7 propositions pour l'Église. Oui. À l'époque, c'est ma perception, c'était une administration en jeu. Maintenant, possiblement qu'on a une administration en nous. Pourquoi pas cette Église-là la remettre à un contracteur, à un administrateur, à quelqu'un, la vendre pour 1 $, lui permettre, lui faciliter de construire ce qu'il veut de chaque côté, et même dans l'Église, s'il veut mettre des appartements, en garantissant à cet entrepreneur-là 50 ans de notre sous-sol d'Église pour que ça soit à nous de l'administrer et de la louer et d'en faire ce que l'on veut, se départir de ces frais-là qui est une bâtisse qui gruge un peu les finances des gens, première des choses. Et deuxièmement, on chicane toujours pour cette église-là. M. Barthes l'a même dit, on s'est déjà battu, je ne sais pas en quelle année. Lui, il est venu dans le temps de Christophe Colomb, mais pas moins. Mais tout ça, pour vous dire, ça serait une possibilité. Parce que dans 50 ans, il n'y a pas personne ici là, qui va aller jouer au sol d'église. Puis nos enfants, puis nos petits-enfants, ils vont tous avoir des lunettes 3D, là, ils vont peser 5 pitons, puis ils vont aller voir tous les spectacles qu'ils veulent voir. Mais tout ça, pour faire une histoire toute, parce que j'en ai 2 autres, on va laisser ma place. Oui. Mais est-ce que ça pourrait être une possibilité? Puis donnez-moi une réponse l'année prochaine. Le mois prochain. Cette fois, donnez-moi une réponse. On va le prendre en note. J'aimerais bien cela. Je vais revenir tantôt. L'Église, on a devra demander à la population ce qu'il voulait qu'on fasse. Il y a eu un référendum. Le monde était pour garder l'Église. Okay. On garde l'Église. Les gens, c'est ça qu'ils veulent. Là, on a une subvention sur la table de 65 % que je ne crois pas que je vais laisser tomber. Je ne pense pas que le Conseil non plus va laisser tomber le 65 % du principe. Je ne pense pas que pour une petite municipalité comme nous autres, ça repose bien des fois des subventions fédérales de ce sens-là. On veut travailler assez fort pour aller chercher d'autres subventions avec d'autres programmes. C'est vers ça qu'on s'enligne. Mais je
pense que vous voyez comme un déficit, moi, je le vois comme un investissement. 250 pièces par année, vous voyez ça comme un déficit. Moi, je vois ça comme une dépense. Point. C'est pas un déficit. Ça, c'est votre vision. C'est une dépense. Je comprends, mais c'est votre vision à vous. Notre vision, nous autres, c'est de garder l'aspect communautaire. Vos chiffres parlent. Là, c'est sûr qu'on prend 2023. 2023, c'est fin pandémie. Là. Mais 24, 25, ça monte tout le temps. Puis on espère avoir quelqu'un qui va le... Acheter. non. On espère avoir quelqu'un qui va la gérer. J'ai toujours dit, moi, puis je le répète, j'ai rien contre le magasin Lebrun, puis c'est une très belle salle, puis ils font venir beaucoup d'artistes. Hein. Puis c'est booké black and black tout le temps. Je ne peux pas croire que nous autres, avec une des plus belles salles de notre Naudière, on ne sera pas capable de la rendre un peu plus rentable. Oui, elle va toujours rester un peu déficitaire, mais quand tu es une municipalité, c'est un service offert à la municipalité. Quand tu es une municipalité, le don, il me rapporte quoi, là? Il ne rapporte rien. Je vais vous poser une autre question. Mais je n'ai pas fini. Fait que, pour moi, c'est un investissement communautaire. Fait que c'est tout le monde qui m'en met à part. Je ne laisserai pas le 65% sur la table. Mais puis pourquoi vous ne dites pas aux citoyens que ça va leur coûter 250? Pourquoi vous ne l'avez jamais dit? Quand vous avez fait votre référendum, l'avez-vous dit aux citoyens que ça coûterait 250 $? Là, les chiffres, M. Liberté, ils vont sortir. On a des architectes engagés là-dessus, on a des ingénieurs, ils vont nous sortir des prix. Puis si ça arrive au lieu de 6,4 millions, si c'est 8 millions, ça ne serait plus 250, ça va être 400 $ par contribuable. Comme la dernière fois, le Conseil prendra une décision. Le dernier coup, ça a sorti un peu trop élevé. Le Conseil a décidé que non, on n'allait pas de l'avant. Et c'est ce que je vous demande depuis le début. Oui. Au lieu de vous embarquer, faites donc des analyses avant de partir, puis de voir. On a engagé des firmes pour ça, des vrais chiffres. Ils n'ont pas une seule. Que vous poussez. On ne sait pas les alternatives et les impacts des autres. C'est en fin de compte, selon moi, ça enlèverait toute la confusion qu'il y a par rapport à ça. Vous avez mentionné des bonnes idées, comment améliorer, aller chercher des fonds supplémentaires, que ce soit des autres municipalités, que ce soit des autres, que ce soit des gouvernements ou que ce soit de l'entreprise privée, je ne sais pas. Oui. C'est ça que certaines gèrent. C'est ce qu'on vous demande d'une façon. C'est que là, vous voulez embarquer la municipalité sur une grosse dépense. Puis là, vous avez, à chaque fois qu'on vous pose des questions, tout le monde est solidaire, on va de l'avant, mais on va juste s'assurer ça va nous coûter le moins cher que possible, puis qu'on va avoir le plus de revenus que possible, ce qui est vraiment bien. Sauf qu'on n'a aucune information concrète à propos de ça. Puis je sais que vous ne l'avez pas immédiatement, mais vous travaillez dessus. Mais avant de vous embarquer, ce que je demande, c'est que vous mettiez sur la table 2-3 options. Une option, c'est la rénovation comme ça. Deuxième, c'est un partenariat avec l'entreprise privée, quel que soit ça aide. Qu'est-ce que M. Laforêt parlait. Ou le troisième, c'est peut-être qu'on n'a pas les moyens. Peut-être qu'est-ce qui arrive si on veut la mettre à l'entreprise privée, puis voir qu'est-ce qu'il peut faire. C'est ce que je crois qui serait vraiment utile pour nous autres, pour pouvoir analyser c'est quoi, où vous en allez avec ce centre multiculturel-là. Oui, merci. J'entends ce que vous me dites. Sauf qu'on sort de campagne électorale. On a passé de porte à porte ici, sans exception. Puis, et moi, je les ai toutes faites en tout cas, même les chalets d'Inzil. Puis j'ai pas vu une problématique majeure avec l'Église. Les gens nous disaient, on veut la garder, on vous fait confiance. Si vous avez une subvention, allez de l'avant. C'était un peu le pouls qu'on avait de la population, tout le conseil ensemble ici. C'est pour ça qu'on va de l'avant avec ça. Et vous savez, l'aréna, c'était un problème à Vertige. Il y avait 80 personnes dans la salle de Vertige. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ont vu ça. La semaine d'avant, il était à 1. Mais, vous savez, quand on a fait nos campagnes, le monde nous a dit allez de l'avant avec l'Église, puis c'est ce qu'on veut. Le conseil a pris position en ce sens. Mais c'est l'argent qui parle, c'est les chiffres qui parlent. Quand les chiffres vont être mis sur papier, sortis, là, il y aura une toute autre discussion peut-être. Comme la dernière fois, quand on a décidé, la dernière fois que le conseil a décidé
on n'allait pas de l'avant. Ça avait sorti beaucoup trop cher. C'était suite à la COVID. Au début de COVID, l'architecte qu'on avait engagé, c'est des architectes renommés. Ils nous ont dit que ça va sortir dans le bout de 3 millions 500 000. Ça a sorti à 8, sans stationnement. C'était 11 ans. Ouais, c'est ça. Millions. Ouais, c'est ça. C'était très cher. Le conseil a décidé de se retirer du projet. Et là, quand les architectes qui travaillent présentement sur le projet vont nous sortir les chiffres, les chiffres véridiques, ben, là, le conseil il est élu, il va prendre une décision. Mais ce que je vous demande, c'est parce que... On ne peut pas utiliser, on ne peut pas regarder pour d'autres options. Je ne dis pas qu'on a des œillères et qu'on a une vision tunnel, mais il faut se croire que les citoyens de Saint-Ignace veulent les garder. OK, page 46. Projet TGV Montréal-Québec. Considérant que les scénarios actuellement évoqués pour le projet de train à grande vitesse Québec-Toronto, si après TGV, laissent croire que le tracé pourrait traverser d'importantes zones agricoles, dont certaines parmi les plus productives du Québec. Considérant que ces empiètements entraîneraient une perte directe de terres cultivables et pourraient scinder des lots agricoles, compromettant la pérennité et la rentabilité de nombreuses entreprises agricoles. Considérant que l'agriculture contribue de manière essentielle à la sécurité alimentaire, à l'économie régionale, au dynamisme des collectivités et à l'occupation durable du territoire. Considérant que les projets d'infrastructures publiques doivent impérativement être planifiés de manière à limiter leur impact sur la zone agricole et respecter les mécanismes prévus par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Considérant que le Québec a un processus spécifique en termes d'analyse de projet, ouvrez la parenthèse, Bureau d'audience publique sur l'environnement, fermez la parenthèse. Considérant que nous sommes toujours en attente d'une réponse d'ALTO, afin que le segment du projet qui passerait sur le territoire du Québec soit soumis au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Considérant que le corridor rendu public par ALTO laisse croire que la voie du TGV projetée traverserait le complexe tourbeux du delta de Lanoraie. Considérant que le complexe tourbeux du delta de Lanoraie est un écosystème de première importance pour la faune, la flore et la disponibilité en eau souterraine à des fins agricoles et pour l'approvisionnement en eau potable d'une partie de la population. Considérant qu'il s'agit d'un projet de juridiction fédérale et que la firme responsable, ALTO, a indiqué ne pas vouloir soumettre le projet à l'expertise de la Commission de protection du territoire agricole, la protection du territoire et des activités agricoles, considérant que la zone agricole subit déjà de nombreuses pressions et qu'il est primordial d'en protéger les usages agricoles actuels et futurs, considérant que les alternatives du projet de train à grande vitesse, notamment le train à grande fréquence, où l'utilisation de corridors ferroviaires existe, permettrait de moderniser la desserte Québec-Toronto sans empiéter sur des zones agricoles et avec un impact territorial nettement moindre, considérant que la construction d'un corridor ferroviaire à grande vitesse crée une barrière physique majeure, susceptible de diviser le territoire municipal, perturber les liens routiers et modifier profondément la circulation locale. Considérant que le projet tel que présenté ne prévoit pas la reconstruction systématique des routes municipales, chemins ruraux ou rangs qui seraient coupés par le tracé. Considérant que la firme ALTO n'a pas reçu le mandat de reconnecter les routes, chemins ou axes municipaux qui seraient traversés ou interrompus par le TGV, ce qui risque d'entraîner des coupures permanentes du réseau routier local. Considérant que la modification forcée des trajets d'autobus scolaires, transports collectifs et des véhicules municipaux entraînerait une augmentation des coûts, des délais et des contraintes logistiques pour la municipalité. En conséquence, résolu et proposé d'interpeller le gouvernement du Québec afin qu'il exige le respect des mécanismes prévus par la LPTAA, ainsi que le processus d'évaluation environnementale, le BAP, pour toute portion du projet situé au Québec. D'interpeller le gouvernement du Canada afin qu'il procède à une réévaluation complète des options dans le cadre d'un processus transparent, crédible et respectueux des réalités des territoires et du milieu agricole. Et finalement, de demander une rencontre formelle avec le groupe ALTO et le conseil municipal. Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires, monsieur. On pourra demain, je ne sais pas si ça serait prêt, là, madame la greffière adjointe trésorière. Quand est-ce qu'elle pourrait être prête, la résolution? Je ne sais pas, pas demain, en tout cas. Mais vous pourrez l'écouter sur... mais allez à la page 46 tout de suite, si vous voulez réécouter. Commencez pas au début. Est-ce que vous avez des commentaires, monsieur Champagne? Est-ce que je pourrais proposer un amendement à ce que
que l'ANORAE amène, dans les considérants comme quoi que l'ANORAE amènerait sur un mémoire les propositions ou les places à moindre impact. En fait, on n'en veut pas de train, mais quand même, s'ils se décident de passer, au moins de dire les places où qui seraient vraiment sensibles, dont on parle du delta, oui, mais il y a des zones humides. Des terres agricoles, on parle des érablières, on parle de la forêt. En fait, quand on les nomme toutes sans vouloir le dire, il n'y a pas une bonne place qu'on peut passer dans notre coin. Oui, je suis d'accord avec vous. Concernant la mémoire, j'ai répondu tantôt à une question par rapport à ça. La MRC, on va préparer une mémoire. Si, d'aventure, la MRC décide de ne pas présenter mémoire, demain, je vais aller aux sources, là, parce que moi, c'est moi qui ai demandé que la MRC prépare un mémoire. Si d'aventure, ce n'était pas le cas, on a quand même une ressource que la municipalité paie à la MRC qui, justement, a les compétences pour le faire. Et si jamais la MRC, je ne sais pas, je présume, là, puis demain, on a une rencontre à la MRC, à moins que la température soit complètement disjonctée, là. Puis, de toute façon, je peux lâcher des coups de fil aussi, là, que la mémoire décidait de ne pas aller vers ça. À ce moment-là, on regarderait effectivement que la municipalité puisse déposer une mémoire avec le soutien de la ressource qui est à la MRC, mais qu'on peut donner des petits contrats comme ça de la municipalité. Mais je pense qu'un mémoire qui viendrait reprendre l'ensemble de vos préoccupations, qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, pourrait très bien être indiqué dans un tel mémoire. Mais de vous dire ce soir formellement, la municipalité va faire un mémoire, j'aime mieux me garder une petite gêne, c'est le conseil qui va décider. Puis comme je vous dis, on le sait aujourd'hui. Puis je l'espérais que vous arriviez plus tôt. Parce que j'ai dit au membre du conseil, quand il va arriver, je vais lui demander de venir me voir. On va jaser dans la cuisine, tu sais, pour voir. Mais là, vous êtes arrivé un petit peu... juste, vous êtes arrivé à l'heure. Vous êtes arrivé à l'heure, mais là, on commence. Il y a des problèmes de disjoncteurs qui pouvaient arriver. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je retiens votre proposition. Et puis, je sais qu'on a déjà travaillé, puis on travaille souvent en collaboration avec l'UPA. Alors, ça pourrait être un mémoire, même à la limite conjoint, on verra. En tout cas, au niveau des idées, puis au niveau des préoccupations, parce que c'est les mêmes préoccupations. Je vous promets qu'on sera là avec l'UPA. Si je peux me permettre, M. le maire, on est des citoyens d'abord et avant tout. On est tous concernés. Oui, exact. C'est bon? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolais, un appuyeur. Mme Lynne Clermont appuie. À ma gauche, avec son faveur. À ma droite. C'est unanime. Mais je pense que déjà là, on veut les rencontrer. Le conseil veut les rencontrer. Et c'est ça. Puis je pense qu'ils vont... D'ailleurs... évidemment, on envoie la copie de la résolution. Même dès demain, on pourrait contacter, même si la résolution n'est pas prête comme telle dans les procès-verbaux, là, on pourrait contacter Alto puis préciser effectivement que le conseil municipal veut rencontrer Alto pour qu'on le fasse le plus rapidement possible. Ils ont un agenda, eux aussi, là. Et puis, ça va vite, là, quand même. Fait que faut bouger. L'aréna de Berthier. Moi, d'abord, vous dire que le fameux 600 $, il est aussi... Berthierville, puis je comprends très bien Berthierville. Berthierville a décidé d'ajouter 600 $. Évidemment, c'est correct. Les gens de Berthierville ne sont pas touchés par cette mesure, c'est correct, c'est chez eux. C'est eux qui paient un déficit annuel de l'aréna. On a aussi à payer les gens de Berthierville. Quand vous demeurez à Berthierville, c'est nouveau parce que... Après ça, on va voir Berthier puis nous... c'est ça, exact. Ça, sauf que les autres municipalités autour, c'est pas ça. Là. Non. OK. C'est ça. Vous allez le payer, mais ils vont vous rembourser. C'est correct de faire ça. Moi, je n'en veux pas à Berthierville. Ils supportent cette aréna-là depuis très, très longtemps. Puis pour que les gens soient... Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qui ne sont pas au courant de la situation, là, ce 600 $-là va s'appliquer à l'automne prochain. Donc, la saison 26-27. Elle touche pas seulement le patinage artistique, elle touche aussi, aux dernières nouvelles en tout cas, les joueurs de hockey. Ceux qui jouent au hockey, donc à Berthierville, vont devoir payer un supplément de 600 $. Jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'ils aient changé d'idée, mais une résolution du Conseil, c'est ça qui parle, puis la dernière résolution qu'ils ont votée, c'est ça qu'elle dit, qu'à Berthierville, j'entends, là, c'est qu'il y a aussi un 300 $ sport-études pour PDL. Nous, on a des élèves qui vont, tous nos élèves secondaires, à moins qu'ils soient au privé, vont à PDL, et on a plusieurs élèves qui font partie, justement, sport-études. Ils vont devoir payer un 300 $ de plus. Pas 600, dans ce cas-là, c'est 300. Est-ce que vous savez combien vous êtes de patineuses de l'ANORAE là-bas? Une dizaine, c'est ça. Ça, je pensais. Puis on a, je pense, une trentaine de joueurs de hockey, ou à peu près. Là. Bon. Ça fait beaucoup de monde qui sont touchés par cette hausse-là. Là, c'est important, je vais retourner on va prendre le temps, là, je vais l'expliquer. Au milieu des années 2000,
C'est loin, là. Le gouvernement du Québec a lancé, comme ça, là, un ballon d'essai à travers le Québec, dans toutes les MRC, en disant, vous allez identifier sur votre territoire les infrastructures supralocales. Supralocal, ça veut dire un aréna comme Berthier, c'est supralocal parce que ça touche plusieurs municipalités. Et vous allez donc l'identifier, puis donc vous allez partager le coût de son fonctionnement, de sa rénovation, de son entretien, de la garder en vie finalement. Et à l'époque, ça a fait un tollé. Ça a fait un tollé surtout dans la classe politique, donc les municipalités qui n'étaient pas de Berthierville. Et ça n'a pas fonctionné, le gouvernement a reculé et ça n'a jamais vu le jour. Mais il avait semé quelque chose à l'époque. Il avait semé cette idée-là d'identifier des infrastructures supralocales. Et là, je vous dirais que depuis que les citoyens s'en mêlent, puis c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que vous faites bouger les choses. Moi, je dis souvent, la démocratie vit par l'implication citoyenne. Là, les citoyens s'en occupent, ils se sont appropriés le débat, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que là, l'ensemble des municipalités, et là, on oublie le Nord, ils ont un aréna. Là. Mais quand on parle là, de Lanoraie, Lavaltrie, Berthierville, Sainte-Geneviève, l'Île-du-Pas, Saint-Ignace, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert. L'ensemble de ces... Je n'oublie pas, si jamais on oublie... L'ensemble de ces municipalités-là, je pense que c'est 9 au total, comment dirais-je, ont changé leur approche. Et la fameuse histoire de supralocal, elle revient. Elle refait surface. Et parce que si l'aréna de Berthier venait qu'à fermer, ben, je ne pense pas que dans un horizon prévisible, il y aurait à nouveau un aréna à Berthierville. Je ne pense pas. Donc, tout ça a permis au dossier d'avancer. Et juste rassurer les gens, j'ai eu des rencontres avec les maires il y a plusieurs mois. En fait, il y a 1 an et demi. Des rencontres avec les maires, avec Berthierville. J'ai eu des rencontres entre-temps aussi. J'en ai eu récemment et on va en avoir une bientôt, une rencontre. Et là, l'idée fait son chemin. L'idée fait son chemin. Maintenant, c'est de voir est-ce qu'on peut s'entendre et si oui, comment. Parce que ce serait une perte importante pour la région. Et là, maintenant, il faut voir s'il y a un modèle qu'on peut mettre en place et si oui, comment les municipalités y participent. De quelle façon, à quelle hauteur. Il y a aussi une question de sous dans tout ça. Je ne sais pas si les chiffres ont été donnés, mais je vous donne un aperçu. L'aréna comme tel aurait besoin d'amour, paraît-il. Là, on parle de plus ou moins 10-12 millions d'amour. Et là, c'est une bonne facture quand même. Et qui la paye, la facture, etc. Alors là, moi, ce que je vous dis, c'est que votre implication, puis lâchez pas, votre implication fait bouger le dossier. Alors, on va avoir des rencontres incessamment, puis ça risque d'être fort intéressant pour la suite des choses. Maintenant, concernant les montants, advenant que les rencontres qu'on a, moi je suis assez optimiste, là, mais aboutissent, bien, tout ça va être réévalué au niveau des montants. Par ailleurs, mettons le pire des cas, là, il n'y a pas d'entente, bien, le Conseil est conscient de la situation et on va voir comment on peut soutenir nos gens. Puis on va voir aussi comment va réagir Berthierville. Berthierville a quand même mis une hausse assez haute, puis je les comprends. Puis je ne suis pas en train de faire leur procès, au contraire, je les comprends. Parce que dans le fond, eux autres, ils assument un déficit qu'on dit à peu près 300 000 par année. Puis c'est les gens de l'extérieur qui en profitent. Puis même moi, je le dis, là, à Lanoraie, j'ai des jeunes qui vont à PDL, sport-études. Ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte rien à la municipalité, puis ils profitent de l'aréna. Donc, je me sens un peu inconfortable par rapport à ça. Mais tout ça dans l'équation. Alors, moi, je vous rassure, le politique bouge, lâchez-les pas. Il bouge, puis je pense qu'il bouge dans le bon sens. Acma Classique a changé de main cette semaine et c'est Nicolas Francis Chouanière avec votre associé aussi que vous avez acheté. On vous connaît aussi beaucoup avec GFN Musique Classique. Vous présentez beaucoup de concerts. C'est un nouveau défi pour ce trio. Comment vous avez vécu ça depuis le début de la semaine? C'était certainement une grosse charge pour rentrer dedans, pour rentrer aussi au bureau pour la première fois, parce que nous, depuis
avec notre compagnie GFN Production, on est toujours à distance. Donc, OK. ça va être un changement de vie un peu pour la vie de travail, pour être en bureau pour quasiment la première fois pour nous. Il y a déjà une équipe en place qui sont très, très, très performantes, qui roulent très bien, ils connaissent leur répertoire, ils travaillent très bien avec les artistes. Puis on est très content de travailler avec eux. C'est une équipe de combien de personnes? Tu me parles là, de rentrer dans les bureaux. C'est quand même impressionnant, là. C'est la plus grosse étiquette, je pense, au Canada, là. Oui, mais ça demeure une très petite équipe. On est 6 en total, donc OK. dont une partie qui gère il y a 3 membres qui gèrent Atma Classique. OK. Après ça, il y en a deux personnes de l'équipe vidéo qui aident Atma Classique avec le contenu vidéo, puis d'autres contenus en service. Et il y a aussi une personne qui gère le catalogue d'édition d'Altera. OK, OK. C'est quand même. Ça, c'est Euh, nous trois, c'est ça. C'était quoi votre vision? C'était quoi votre motivation de faire le grand saut? Parce que tu me parles que c'est quand même un grand saut, là. C'est quand même, vous faites la musique classique, vous avez des orchestres, vous présentez des spectacles, mais d'acquérir une étiquette comme ça devait être sur le coup une espèce de, je dirais pas d'euphorie, mais un petit peu, je veux pas dire de panique, mais tu sais, quand tu te dis oui, c'est fait, là, faut partir. Comment vous avez vécu ça? C'est surtout par intérêt pour la musique classique on voulait cette catalogue-là et aussi l'équipe qui vient en place, on veut développer le classique surtout et promouvoir les artistes d'ici à l'international. Puis c'était pas l'objectif de GFN Production, donc pourquoi on achète aussi un catalogue existant qui a une équipe en place pour bâtir tout ça. Euh, c'est aussi par passion de la musique classique qu'on a eu cet intérêt pour cet catalogue, étant donné on était toutes dans la musique toute notre vie. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est un très beau défi. Il y a encore de la place pour un orchestre ici, on pourrait dire au Québec, pour la musique orchestrale. C'est sûr qu'on a on pourrait dire des stars, on parle de l'OSM, on parle d'orchestre métropolitain, mais vous aussi, vous avez votre orchestre classique, vous présentez beaucoup de spectacles dans l'année. Vous avez votre place, vous estimez qu'il y a encore beaucoup de place pour ça ici au Québec, au Canada? Oui. Oui. On a beaucoup, beaucoup de musiciens ici au Québec, très, 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 très performantes, des très belles artistes qui, même comparé au reste du Canada, il y a beaucoup, beaucoup de musiciens qui sont disponibles pour faire des productions et il y a un intérêt même au niveau public pour la musique orchestrale, même avec tous les orchestres qui sont déjà existantes à travers le Québec. C'est sûr que nous, notre approche, c'est beaucoup plus dans le populaire. Ouais. Oui, ça arrive, on fait de la musique classique, mais généralement, on est plus dans la musique de film qui être considérée classique, mais est plus dans le pop. C'est un créneau. Disons que c'est un créneau, C'est là. ça. C'est un autre créneau. Puis C'est un autre c'est créneau. en général pas en compétition avec les orchestres locaux parce que c'est pas nécessairement leur mission de combler cette partie-là. C'est ça. Donc, tu me parles des artistes. Je pense que c'est important pour les artistes d'avoir des endroits où se produire parce que tu as beau avoir deux bons orchestres, qu'on parle encore là, je te reviens avec l'OM puis l'OSM, mais ils ont des structures stables. Toi, tu offres une nouvelle possibilité. Vous offrez à des jeunes, à des gens de pouvoir encore là exercer leur métier parce qu'il faut quand même le dire. C'est un petit peu moins dans notre nature au Québec d'avoir un orchestre symphonique, d'aller voir un concert classique, d'aller à l'opéra, d'aller voir des choses comme ça. Donc, c'est une grosse motivation pour vous là, d'acheter Atma puis de continuer à faire valoir la musique classique. Oui, oui, certainement. Puis c'est toujours notre objectif aussi, même côté GFN avec nos productions, que le public se traduise après de plus en plus vers le classique. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais ça vient progressivement une fois que tu introduis le public à un orchestre pour l'intéresser à un moment, pour explorer d'autres choses Ouais. plus nichées dans le classique. Puis après, c'est un voyage personnel pour chaque personne, mais
notre objectif, c'est de commencer ce voyage avec eux pour leur diriger dans la bonne direction, disons. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, il y aura des enregistrements, des choses de présentées par GFN, justement, sur Atma, et que vous vous présentiez aussi à l'international? Parce que cette étiquette-là aussi, elle a une belle influence au niveau international dans la musique classique, là. Oui, certainement. Je voulais juste souligner d'abord que notre objectif pour Atma, c'est aussi de rester dans le classique. On ne veut pas OK. que le transformer dans un label populaire. OK. Il y a tellement de musique classique de toutes formes, musique Oui. baroque, ancienne, contemporaine, que on veut que ça reste varié dans ces eaux-là. Ça ne veut pas vous dire qu'il n'y aura pas de collaboration avec GFN Productions. D'ailleurs, on planifie sortir nos 4 saisons de Québec, Oui. qui est un grand de François Dompierre pour notre tournée qu'on fera en Europe avec cette production-là. Puis ça sera sur le label d'Atma Classique. Je dirais les plus gros changements qu'on veut faire, c'est côté marketing pour mieux pousser ce qui existe. Et surtout, après ça, c'est sûr qu'il y aura des choix artistiques pour les prochaines artistes qui seront sur le label, mais il y a déjà presque 2 ans de parution déjà prévue OK. avec les anciens propriétaires. Donc, tous les parutions déjà prévues resteront telles quelles. On ne va rien annuler ou changer d'idée, là. Donc, notre vision s'implémentera progressivement. Ah, c'est bien. Je peux pas m'empêcher d'empêcher d'en parler un petit peu de GFN parce que c'est un orchestre qui me passionne, je vous dirais. Vous faites des très belles choses. Tu me parlais tantôt des 4 saisons de Dompierre. Est-ce que vous avez d'autres projets? À quoi qu'on s'attend? Je sais que vous êtes beau dans les musiques de films, on vous voit régulièrement là, avec des projets, mais avez-vous d'autres projets à nous présenter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Rien qui n'est pas déjà annoncé. En ce moment, on OK. fait beaucoup de tournées avec notre projet Sinatra Symphonique avec Oui. Marc Hervieux, Oui. qui a un très beau succès à travers le Québec. Sinon, on a beaucoup de ciné-concerts Oui. à Montréal et à Québec. C'est très varié. Mais c'est une saison très occupée, disons. D'accord. Et c'est très apprécié, le public. Vous allez chercher un public pour leur montrer que, c'est souvent, je pense que dans les productions de films, tu sais, il y a de la musique, puis il y a de la musique classique, puis il y a un orchestre, là. C'est pas joué par d'intelligence artificielle, pas encore, on espère, là, mais ça Non, devrait. on n'ira pas là. Non, mais c'est quand même une belle façon d'intégrer les gens à un concert qu'on pourrait dire classique avec un orchestre classique, puis par la suite, ben, les amener sur Atma, les amener à découvrir des pièces, parce qu'encore là, tu sais, là, que ce soit les 4 saisons de Vivaldi, tu l'entends partout, là, tu sais que c'est une pièce, mais est-ce que les gens savent que c'est vraiment une pièce classique? C'est un incontournable, là. Oui, c'est sûr. C'est comme ça aussi pour tout. Le public connaît beaucoup plus de musique classique qu'il pense. Oui. L'exemple que mon frère les a donné hier, c'est le thème de Jean Coutu, qui Oui. est Mozart. C'est du classique pur, en fait, mais c'est pas tout le monde qui le reconnaît, s'associe à ça. Je vous dirais même la sonnerie de nos laveuses sécheuses et plein d'appareils, c'est assez impressionnant. Quelqu'un entend ça, mais tu lui dis, gars, oui, c'est du Schubert que tu entends, là. Puis là, c'est assez impressionnant. Bon, ben, je te Oui. remercie beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance dans votre nouvelle aventure. On est vraiment très fiers de vous. Continuez. On a des jeunes je pense, qui veulent faire avancer encore plus la musique classique et qui foncent. Donc, je pense que c'est une très belle nouvelle. Mais D'accord, merci ben, beaucoup. merci.